Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur le fil by New Deal. New Deal, c'est le think tank d'Havas qui est dédié aux entreprises. Avec les dirigeants, les nouveaux leaders de l'entreprise, les experts, les professeurs qui nous accompagnent, nous sommes convaincus que l'entreprise est un moteur de progrès social. Les entreprises, ce sont des acteurs qui sont performants, compétitifs et qui sont utiles au bien commun. Alors, dans notre société, qui est marquée par des chocs géopolitiques, parfois nos repères vacillent, et pourtant, ils tiennent bon, pourtant ils gardent le cap. Ce sont des dirigeants, ce sont des investisseurs, ce sont des nouveaux leaders. Ils sont convaincus que l'entreprise a une empreinte positive. Notre invité pour cet épisode de Sur le fil by New Deal, c'est l'un d'eux. C'est Vincenzo Vinci, qui est directeur général de l'ESSEC. Bonjour Vincenzo. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet épisode. Vous avez publié cet automne ce passionnant manifeste Transcendons le progrès et c'est une joie de vous accueillir. Alors Vincenzo Vinci, vous êtes à la tête d'une institution qui est née en 1907. C'est une école qui marque ses étudiants en formation initiale, en formation continue, mais aussi ses 79 000 alumni à travers le monde. Cette école qu'est l'ESSEC, elle marque aussi ses enseignants, puisque mon grand-père a été l'un d'eux, et en management et en ressources humaines, et j'ai été marquée par ses cours dont il me parlait à chaque fois avec un grand enthousiasme, les cours qu'il donnait à Cergy et à la Défense au CNIT. Mais l'école compte aussi d'autres campus, à Rabat et à Singapour, et 3 hubs, New York, Londres et Mumbai. Et vous, Vincenzo Vinci, à la tête de l'ESSEC, vous façonnez le leadership de demain, et donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui alors qu'on voit que ce monde est en bascule? Ah oui, je suis dans un état d'engagement lucide parce que, je le dis dans le livre, nous vivons quand même un paradoxe assez inédit dans l'histoire de l'humanité. Un moment où il n'y a jamais eu autant d'innovation, autant de progrès scientifique, autant d'avancées dans la science. On a aussi une très forte défiance. Et du coup, ce paradoxe, il faut le travailler, on ne peut pas l'accepter. Moi, je refuse toute forme de cynisme, de résignation. Et pour travailler ce paradoxe, il me semble qu'il faut arrêter d'être spectateur de ce qui se passe dans le monde. Il faut plutôt être des acteurs conscients, des acteurs responsables, des acteurs engagés. Et là-dedans, la formation joue un rôle extrêmement important, le rôle du leadership également. Nous aurons l'occasion d'en parler. Absolument. Alors justement, cet ouvrage avec le regard, le point de vue de dirigeants d'entreprise, responsables politiques aussi, qui est nourri de beaucoup d'exemples. Vous partagez votre point de vue aussi de directeur de l'ESSEC. Comment est-ce qu'on transcende le progrès et comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre regard sur le progrès, justement? C'est exactement l'enjeu. Il faut faire évoluer cet regard, il faut se réapproprier du progrès, il faut le réenchanter avec une forme nouvelle d'engagement. Vous voyez, le mot progrès, l'étymologie est très positive. C'est aller à l'avant, avancer. Et pour ma génération, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, le progrès était perçu comme quelque chose d'intrinsèquement positif. On imaginait qu'après 10, 20 ans, il y avait du développement économique, des avancées technologiques allaient nous aider, des avancées dans la santé, une évolution sociale, etc. Sur beaucoup de choses, on ne s'est pas trompé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il manque ce lien entre les avancées scientifiques et le citoyen ne perçoit plus que ces avancées scientifiques ont un vrai impact dans l'amélioration de ses conditions de vie. Et du coup, pourquoi ça arrive? Ça arrive parce qu'il y a beaucoup de menaces, que ce soit au niveau climatique, environnemental, au niveau social, au niveau technologique, au niveau géopolitique, au niveau économique, l'inflation, etc., etc. Chaque jour, on est un peu abreuvé de nouveaux sujets qui pèsent comme des menaces qui justement font perdre confiance. Et ça, je trouve c'est très dangereux parce que si on perd confiance, il y a un risque de désengagement, de repli sur soi. Et donc, on rentre dans une spirale un peu négative. Et du coup, on a un vrai besoin justement de réenchanter tout cela, de se l'approprier ce progrès. Et pour cela, il faut être capable de maîtriser et d'orienter le progrès vers l'intérêt général. Mais pour cela, il faut un certain nombre de transformations, de changements profonds. Et vous parliez de réenchantement, justement, le progrès, il faut davantage assimiler à une promesse, justement, pour appréhender demain, pour appréhender l'avenir aussi. Je reviens à ces changements profonds que j'appelle de mes voeux dans le livre. Le premier est celui qui concerne faire évoluer le mot croissance en quelque chose qui soit une création de valeur. Le mot croissance fait peur aujourd'hui, à tort ou raison, je crains un jugement de valeur, mais si on transforme cela
en vraiment création de valeur, où la création de valeur est également économique, mais pas seulement, donc une création de valeur holistique. Il y a la dimension sociale, il y a la dimension environnementale, il y a la dimension humaine, in fine. Ça me semble extrêmement important que les leaders travaillent, que ce soit des leaders politiques, des leaders dans les entreprises, des leaders dans le débat public, vraiment tous ensemble, avec une forme d'intelligence collective, faire en sorte de faire évoluer la croissance en création de valeur holistique. Un autre changement profond concerne l'attitude que nous avons. Il faut s'engager et pas fuir. Face à des étudiants qui parfois sont des bifurqueurs, ça veut dire qu'ils rompent définitivement avec le système. Moi, je dis qu'il faut aussi s'engager dans le système pour pouvoir le transformer. Je ne crois pas à un changement du système satellitaire ou périphérique. Ça, c'est important et chacun fait ses choix à titre individuel avec toute la liberté. Mais il me semble extrêmement important justement de ne pas fuir, mais s'engager dans le système pour pouvoir le transformer. Un autre élément important est lié à comment on arrive à résoudre, à conjuguer des contraires. Ça veut dire des impératifs qui jusqu'à hier étaient considérés comme inconciliables, il faut les concilier en évitant tout faux clivage, en évitant toute polarisation. Je pense par exemple à la performance économique et la responsabilité sociale. Il faut conjuguer les deux, il ne faut pas les opposer, il faut arrêter cette polarisation. Je pense au progrès technique, l'excellence technique et le progrès positif, les avancées sociales. Là aussi, il faut arrêter le faux clivage, il faut vraiment s'engager à qu'il y ait une conciliation entre ces impératifs. Et après, il y a un élément extrêmement important qui concerne un peu mon secteur, qui est proposer des nouveaux modèles éducatifs. Et là-dedans, je pense à trois choses que je décris en détail dans le livre. Je pense au modèle des 3A, ça veut dire c'est important de fournir des savoirs à la pointe et c'est important que les leaders d'aujourd'hui et de demain les adoptent. Le premier A, adopter les technologies, les techniques à la pointe dans la réalité, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi adapter, ça veut dire adapter à des situations inédites. Et troisièmement, c'est anticiper. Donc, adopter, adapter, anticiper, c'est un modèle éducatif qui permet aux diplômés des écoles d'être toujours pertinents pour avoir un impact dans la société. Un deuxième triptyque, si j'ose dire, c'est le triptyque des 3D. 3D, ça veut dire s'appuyer de plus en plus sur l'intelligence collective. Et donc, éviter la polarisation, éviter le repli sur soi. Comment? Par la diversité, le dialogue et le débat. C'est très important de confronter les idées, pas les personnes, mais confronter les idées, argumenter, pas s'enfermer sur soi-même, mais vraiment profiter de l'intelligence collective. Et refuser un entre-soi qui est défavorable. Exactement. Et donc, l'intelligence collective, d'ailleurs, une des évolutions en cours à l'ESSEC, c'est vraiment faire en sorte que l'école évolue comme un laboratoire d'intelligence collective où chacun, avec sa discipline, son profil, ses idées, arrive et se confronte justement pour transcender les frontières, pour transcender les disciplines, pour transcender aussi les idées préconçues ou les préjugés. Le dernier triptyque qui me semble extrêmement important, c'est le T2S. Qu'est-ce que c'est cela? C'est le lien entre les talents, les étudiants, mais aussi, n'oublions pas, les professionnels, les seniors dans les entreprises, le lien entre les talents, la science, qui a beaucoup progressé, et la société, pour faire en sorte que vraiment la puissance de feu des talents, plus les avancées scientifiques, soient mises au service de la société. Donc, vous voyez, ce sont des changements très profonds. On est au milieu de guet, mais ces changements sont extrêmement importants justement pour réenchanter et se réapproprier l'idée de progrès. Et justement, par rapport à ce dernier triptyque, les chaires au sein de l'ESSEC, par exemple, jouent un grand rôle justement pour essayer de favoriser ce lien avec les entreprises, notamment. Les chaires sont un exemple très clair de lien entre les talents, entre les avancées scientifiques, les expertises et les entreprises, les organisations, sur des sujets spécifiques. Notamment, il y a un ou plusieurs professeurs, une ou plusieurs entreprises, organisations et un certain nombre d'étudiants sélectionnés qui sont là pour travailler un sujet, pas seulement en termes de formation, d'acquisition de savoir, mais aussi de développement de compétences et justement avoir un impact sur la société. Alors, on le voit dans ce monde qui évolue considérablement. On voit tous ces chocs qui se succèdent les uns aux autres. Les établissements d'enseignement supérieur ont un rôle, vous le disiez, clé, justement. Ils sont partie prenante pour cette formation des élites de demain. Les élites de demain doivent être des élites très orientées vers la responsabilité. Et donc, on parle d'élites qui ne soient pas seulement bien formées, parées pour le futur. C'est toute la promesse de valeur de l'ESSEC, Future Fit Business Education. C'est un enseignement qui soit paré pour le futur.
Et quand on parle de parier pour le futur, il y a deux dimensions. Il y a une dimension liée à l'obsolescence des compétences. Il y a beaucoup de rapports qui le disent. Par exemple, un rapport de l'OCDE qui montre qu'en fin des années 80, une compétence technique avait une durée de vie moyenne d'environ 30 ans. Et aujourd'hui, la durée de vie moyenne est d'environ 2 ans. Du coup, on est en présence d'une obsolescence accrue et accélérée des compétences. Et du coup, il faut être paré pour le futur, il faut avoir l'attitude, il faut avoir une approche extrêmement agile et proactive vis-à-vis de son diplôme. Moi, j'ai bien dit dans le livre que pour ma génération, le diplôme était un passeport avec une longue durée pour entrer dans la vie professionnelle. Et aujourd'hui, c'est un visa. Par rapport à un visa, il y a des règles de renouvellement qui sont très claires. Donc, il faut avoir une approche proactive pour mettre à jour les compétences. Mais dans le Future Fit, pareil pour le futur, il y a aussi l'engagement pour la société, pour faire en sorte de co-construire ensemble un monde qui soit plus prospère et plus résilient. Et les élites jouent un rôle extrêmement important, justement en termes de compétences acquises et aussi d'engagement. Ça ne doit pas être un entre-soi, ça ne doit pas être un privilège, mais vraiment mettre tout cela au service du bien commun. Qu'est-ce que viennent chercher les élèves en rejoignant l'ESSEC? Beaucoup de choses. Il faut être à la hauteur de ce qu'ils cherchent et il faut aussi être nous-mêmes acteurs pour leur proposer les choses qui soient pertinentes. Bien évidemment, ils cherchent l'excellence académique et l'excellence, il faut la nourrir au quotidien, mais ça ne suffit pas. Il faut une pertinence de nos formations parce qu'in fine, ils cherchent de l'employabilité et une employabilité utile. Et dans le mot utile, je mets aussi la recherche de sens, la recherche de l'impact qu'ils cherchent dans la société. Quand on dit que la nouvelle génération est en recherche de sens, c'est vrai, mais ça m'embête un peu parce que moi aussi, en étant assez âgé avec des cheveux blancs, je crois que j'étais en recherche de sens. J'ai quitté l'Italie, j'ai quitté le domaine de l'hôtellerie pour l'enseignement supérieur parce que je cherchais du sens. Aujourd'hui, la nouvelle génération cherche quelque chose qui est encore plus spécifique et concret que le sens, qui est l'impact. Et donc, ils cherchent à l'école la préparation vers le futur. Et donc, notre modèle de Future Fit Business Education, un enseignement dans le domaine du business pareil pour le futur, les prépare pas seulement en termes de compétences et savoir à la pointe, mais aussi de compétences socio-émotionnelles qui les préparent et les transforment et les accompagnent, pas seulement comme des apprenants, mais aussi comme des individus. Et in fine, leur fournir des compétences transversales, c'est toute la promesse de valeur de notre transdisciplinarité au sein de Transcende, où on lit des nouveaux sujets, transition écologique et sociale, entrepreneuriat, innovation de rupture, intelligence artificielle, technologie data et géopolitique. On lit tout cela avec une approche transdisciplinaire, transversale aux sujets fondamentaux d'une business school. Ça reste une business school, mais une business school du milieu du XXIe siècle est quelque chose de différent d'une business school d'il y a quelques dizaines d'années, donc avec beaucoup d'ouverture, de dépassement de toutes ces frontières. C'est ça qu'ils cherchent, c'est ça que voilà, nous leur fournissons comme promesse de valeur. Comment vous le définiriez, ce futur leader dans ce milieu du XXIe siècle qui est en train de se dessiner? C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, qui prend sa part, qui joue collectif? J'ai une définition très précise. Pour moi, ça doit être un architecte du changement. Mais un architecte qui ne joue pas seul. Un architecte qui joue dans le collectif et donc qui s'appuie sur l'intelligence collective et aussi qui exerce une forme d'autorité différente par le passé. C'est une autorité qui ne s'impose plus par le statut, plus par la force, plus par la hiérarchie, et donc qui ne suscite pas de l'obéissance, mais c'est une forme d'autorité. Dans le livre, je fais la différence entre deux mots qui existent en italien, mais cette différence n'existe pas en français, entre autoritario, qui est ce que je viens de décrire, et le mot différent, c'est autorevole, ça veut dire une forme d'autorité qui s'exerce par le partage, qui suscite de l'adhésion par la confiance et pas par l'obéissance. Et du coup, avec une approche qui est beaucoup plus horizontale, mais horizontale, ça ne veut pas dire une organisation plate. La nouvelle génération aujourd'hui ne renonce pas, ne remet pas en question la légitimité d'un leader de prendre des décisions. C'est plutôt le processus qui amène à cette prise de décision qui est questionné et qu'il faut qu'il soit horizontal. Et donc, je trouve qu'en italien, cette différence entre autoritario par statut plutôt qu'autorevole par confiance et adhésion à un projet, ça me semble extrêmement important. Et je trouve que les architectes du changement qui doivent être l'élite d'aujourd'hui, doivent aussi exercer une forme d'autorité par justement l'adhésion et la confiance. Et ça permettra aux collaborateurs, aux parties prenantes d'être pleinement de leur plein gré engagés et embarqués aussi dans l'aventure collective. C'est exactement ça, avec cette approche collective, justement d'intelligence collective,
qui, à mon avis, est plus riche que la somme des intelligences individuelles. Vous avez évoqué tout à l'heure plusieurs triptyques, dont les 3 A, avec notamment le mot anticiper. Comment est-ce qu'on anticipe, comment on appréhende ces chocs géopolitiques quand on est dirigeant et qu'on doit décider dans un environnement complexe, dans un environnement marqué par l'incertitude? C'est le cœur du dernier institut à date que nous avons créé à l'ESSEC en octobre 2024 sur les questions de géopolitique et business. Mm. L'école de business, l'ESSEC, ne se transforme pas dans une école de sciences politiques ou dans une école de public affairs, mais intègre la dimension géopolitique au sein du business et du management. Et c'est là qu'il y a une vraie promesse de valeur où on irrigue avec une approche transversale ces questions aux questions de business et de management, en évitant d'envoyer les étudiants des formes d'injonction contradictoire, par exemple en enseignant le matin la maximisation d'un rendement financier, l'après-midi des questions climatiques indépendamment des questions financières, et le soir des questions géopolitiques indépendamment des questions financières ou climatiques. La question est comment tout cela, avec une approche systémique, irrigue le cœur d'une business school pour avoir des leaders qui soient pas seulement spécialisés dans ces sujets, parce que c'est ça qu'il faut. Il faut éviter le risque de perdre le niveau de spécialisation, mais en même temps, il faut ajouter une vision holistique, horizontale, qui permette une articulation des savoirs, justement dans l'accompagnement de la formation de nos étudiants. Et l'Institut a une réflexion très intéressante sur le Chief Geopolitical Officer, justement, à l'échelle des COMEX, voilà, qui doit prendre sa part aussi. C'est beaucoup de réflexions qui sont menées, qui Beaucoup de participent au débat. réflexions liées aussi à un certain nombre d'études que nous avons fait. Nous avons fait une étude liée au baromètre géopolitique auprès d'entreprises françaises avec l'Express Opinion Way. Et nous avons regardé clairement que presque la totalité des chefs d'entreprise interviewés ont pris conscience de la question géopolitique, mais ils sont encore au niveau de la sidération. Et donc, il y a un vrai besoin d'inscrire au sein des COMEX, dans la boardroom, comme toujours, un expert de ces sujets pour faire en sorte que ces sujets rentrent sur la ligne stratégique des organisations. Cet automne, on a lancé avec Nicolas Narcisse, qui a fondé New Deal, ce plaidoyer pour un capitalisme européen à la recherche d'un nouveau récit. L'idée, c'est de faire naître le débat, de faire grandir cette conversation autour de la troisième voie européenne, qui est un modèle à défendre, qui est un modèle d'entreprise, qui est à la fois performante économiquement, mais aussi soucieuse du bien commun, qui a un socle de valeurs. J'ai envie de vous entendre dessus, Vincenzo Vinci. Vous avez participé d'ailleurs, merci, avec plusieurs professeurs de l'ESSEC à ce plaidoyer. Pour vous, si vous deviez définir la troisième voie européenne, qu'est-ce que ce serait? C'est une voie, à mon avis, qui refuse de se positionner entre le déclin et l'accélération aveugle, qui se base sur deux éléments qui sont la régulation. C'est très important, même si parfois je critique la dimension régulation, mais je la critique quand la régulation devient une contrainte et une difficulté à surmonter. Par contre, elle est très importante et caractérise un peu l'Europe quand elle protège et quand elle permet justement d'impulser de l'innovation. C'est un peu aussi le résumé du rapport de Draghi, ou très centré sur l'innovation, justement une innovation qui est aussi impulsée par la régulation. Donc moi, je vois la régulation comme un peu la monnaie de l'innovation, à condition que cette régulation soit transparente et stable. Et l'autre dimension, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est une question de valeurs pas seulement économiques, mais de valeurs humaines. Ça me semble extrêmement important. C'est quelque chose qui a caractérisé l'histoire de l'Europe, que ce soit des différents pays ou de l'Europe en termes de l'Union européenne. Et je crois que l'humanisme, faire en sorte qu'on puisse s'inscrire, parce que finalement, qu'est-ce que c'est l'humanisme pour moi? C'est vraiment la possibilité d'inscrire toute décision dans le temps long. Et le savoir y a pleinement sa place aussi. Le savoir, pour moi, c'est un vrai socle de confiance, à condition qu'il ne soit pas quelque chose de retenu, considéré comme stable, qui n'évolue jamais. Donc, il faut s'inscrire dans des formes d'apprentissage tout au long de la vie. Par exemple, pour nous, nos étudiants à l'ESSEC, on les apprend pas seulement des techniques, mais aussi on leur apprend à apprendre tout au long de leur vie, apprendre et apprendre. C'est extrêmement important, justement, pour avoir cette approche très flexible, agile, vis-à-vis des savoirs, et en ajoutant la dimension transdisciplinaire pour éviter d'apprendre des savoirs en silo. Il faut vraiment être capable d'articuler les savoirs.
Et du coup, si on se met dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie et dans une perspective d'articulation des savoirs avec la transdisciplinarité, les savoirs deviennent un vrai socle de confiance qui soutient le progrès. Si vous aviez un conseil à nous partager pour rendre le monde un peu plus rose, qu'est-ce que ce serait? Réinvestir le progrès par l'engagement, parce que c'est comme ça qu'on arrive à être porteur de confiance, porteur d'espoir, en remplaçant la peur et l'écran d'aujourd'hui avec une vraie action collective. Il faut vraiment passer à l'action qui doit suivre une vraie réflexion et donc une approche de leadership éclairée. Et je vais vous proposer d'écrire ce conseil qui va permettre de rejoindre les autres personnes qu'on a interviewées voilà, sur le fil rose de New Deal. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Vincenzo, d'avoir été notre invité, d'avoir participé à cet épisode de Sur le fil by New Deal. C'était passionnant. On a beaucoup appris. Puis je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sur le fil by New Deal. À très bientôt.